Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et à 8h15 sur Bretagne 5, en ce 1er novembre, notre invité de la matinale est Éric Bothorel. Il est député Renaissance de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor et il est venu avec nous en direct au micro de la matinale en ce jour férié. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Éric Bothorel, pour ceux qui vous connaissent, qui vous suivent, vous êtes un petit peu le monsieur numérique. Vous êtes très impliqué dans tout ce qui est réflexion autour du numérique. Et ce matin, on va en parler justement du numérique. C'est important, c'est rentré dans nos vies depuis de nombreuses années déjà et beaucoup d'évolutions sont à venir. Mais avec ces évolutions, il y a aussi les dangers de l'utilisation des outils numériques. On va en parler également. J'avais envie de vous entendre pour commencer sur l'anonymat. C'est un grand sujet du moment. L'anonymat sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, Éric Bothorel, on peut dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux derrière un pseudonyme en se disant finalement je suis inattaquable? Ceux qui pensent ça l'apprennent souvent à leurs dépens. Il y a aujourd'hui quelques Kiki23, Bobo32 qui terminent en fonction des faits qu'ils auront commis sur la toile et sur les différents espaces, les réseaux sociaux, devant la justice. Et la justice prononce des peines. Enfin, moi, je vous renvoie à la lecture de quelques chroniques que la presse parfois relaie et qui fait la démonstration que l'utilisation d'un pseudo n'est en aucun cas protecteur, ou en tout cas une garantie d'être épargné par les poursuites que peuvent engager les forces de police ou gendarmerie et la justice à la suite. Non, parce que tout simplement parce qu'il y a en termes de fonctionnement aujourd'hui des obligations qui sont faites aux plateformes de pouvoir collecter des données qui sont des données identifiantes et que ces plateformes coopèrent la plupart du temps pour un grand nombre d'entre elles avec les acteurs de la chaîne judiciaire, que ce soit encore une fois les forces de police, gendarmerie ou justice. Donc une réquisition judiciaire de la part des acteurs des enquêtes se traduit souvent par des informations qui sont vos adresses IP et d'autres informations qui permettent de vous qualifier. Donc il n'y a pas d'anonymat sur Internet. En tout cas, il n'y a pas d'anonymat parfait. Alors, dans le contexte actuel, on va en parler tout à l'heure, on va parler aussi un peu de politique, évidemment, avec ce contexte difficile, avec cette guerre au Proche-Orient. On voit aussi ressurgir la haine, l'antisémitisme. Il se traduit sur les réseaux sociaux. On voit souvent des gens qui disent « Moi, je m'en fous, je peux dire ce que je veux, je suis derrière un VPN ». Alors, c'est la grande question de ces fameux VPN, si on peut en dire un mot aussi pour les auditeurs, parce que tout le monde ne maîtrise pas, finalement. Les VPN, d'abord, il faut revenir à l'origine de l'histoire. C'était des réseaux sécurisés qui permettaient à des entreprises de pouvoir, dans le cadre de leur organisation, qu'elles soient multirégionales, multinationales, de pouvoir garantir que les transactions entre un certain nombre de leurs salariés soient sécurisées. Et donc, c'est de là que sont nés les Virtual Private Networks, qui sont des réseaux virtuels privés, parallèles, on va dire, pour faire simple, au réseau Internet. Depuis, ces outils ont été démocratisés pour d'autres usages, parmi lesquels le fait de changer d'adresse IP. Je le disais précédemment, c'est une des informations qui permet de qualifier l'origine d'un tweet ou l'origine d'un post sur un réseau social, en imaginant que la haine se déverse essentiellement sur les réseaux sociaux, ce qui est assez vrai. Enfin, quand elle se transfère, quand elle se transmet sur Internet. Mais ces VPN, ce sont aussi des acteurs qui collaborent avec la police, et puis il y a beaucoup de choses qui se savent. Je veux dire, même le réseau Tor, qui est souvent l'outil qui est utilisé pour aller sur le dark web. On est en plein milieu d'Halloween. Hein, finalement. On est le 1er novembre, donc voilà. C'est Halloween, on peut parler du dark web. Eh bien, on connaît les points de sortie de Tor, donc en fait, on connaît ses adresses IP, et il n'y a pas de difficulté pour retracer le chemin qu'utilise un internaute pour déverser sa haine. Que ce soit un VPN, un pseudo ou d'autres choses, franchement, tous les jours, il y a des gens qui terminent devant un tribunal pour ça. Voilà, et il y a pour avoir commis des faits en imaginant qu'il était protégé par un VPN ou par un pseudo. Alors, il y a les signalements, et puis il y a aussi des choses plus graves. On pense à la pédopornographie, pédocriminalité, oui. Il faut bien le dire, l'exploitation sexuelle sur ces réseaux. Je parlais tout à l'heure, en commençant de ce projet de loi
numérique, projet de loi que vous avez à cœur de porter, Éric Bothorel. Est-ce que, j'imagine que ça ne va pas tout résoudre, mais est-ce que c'est déjà le premier moyen de coercition pour pouvoir éviter ces dérives sur les réseaux sociaux, éviter que des réseaux mafieux, par exemple, se mettent en place et utilisent des réseaux pour porter atteinte finalement aux enfants, aux jeunes et aussi de façon criminelle, parce que c'est bien le terme. Mais d'abord, il faut signaler que ce projet de loi, il emportait beaucoup d'objets. Le filtre anti-arnaque en est un, la lutte contre l'exposition des mineurs à la pornographie. Mais il y a tout un volet du texte dont on aura peut-être moins parlé à l'échelle nationale, ou qui aura suscité moins de débats ou de vifs débats. C'est celui qui adapte notre droit à des directives européennes. Et je pense au Digital Services Act, je pense au Digital Market Act, alors c'est des acronymes anglais, c'est l'Europe. Ce sont deux textes, pour faire simple, ce sont deux textes qui viennent compléter des dispositifs qui font que l'Europe n'est pas inactive sur le sujet de la régulation du numérique, et au contraire a pris plusieurs initiatives en la matière. Ce sont les plus récents. Et ces textes-là, ce qu'ils vont faire à l'échelle européenne, c'est responsabiliser les plateformes, les responsabiliser notamment dans leur obligation de modération, s'agissant du Digital Services Act, s'agissant du Digital Market Act, ça va être protecteur pour les consommateurs des produits qui sont des produits soit illicites, soit dangereux pour eux. Donc on le voit, l'Europe prend des initiatives pour la régulation des grands acteurs du numérique, étant entendu que partout ailleurs dans le monde, c'est un peu soit le Far West, soit le Big Brother. Enfin, si je mets la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre, on a bien deux modèles un peu différents. Et la troisième voie du numérique que porte l'Europe, c'est donc bien celle-ci, c'est celle qui est respectueuse d'un certain nombre de nos valeurs et qui va protéger les concitoyens. On était très habitués au RGPD, on a longtemps parlé de le règlement général de protection des données, en ce sens qu'elle protégeait les données personnelles des concitoyens et des citoyens européens. Et bien là, nous avons un dispositif qui vient s'ajouter à ces dispositifs existants et qui sont dans cette droite ligne, qui sont des éléments protecteurs et régulateurs. Ce texte, donc, que nous avons adopté récemment à l'Assemblée nationale et qui sera en CMP fin novembre, début décembre, CMP, commission mixte paritaire, c'est-à-dire des sénateurs et des députés qui vont tenter de se mettre d'accord autour d'un texte commun, eh bien ce texte, il avait aussi au cœur de ce dispositif, ces dispositifs d'adaptation de notre droit au droit européen. Et c'est important de le rappeler parce que c'est effectivement la voie qui est aujourd'hui tracée pour faire cette troisième voie du numérique, qui est une voie respectueuse des valeurs et des socles fondamentaux qui sont importants à rappeler, y compris dans un contexte international qui est extrêmement stressant, angoissant et très sombre. Oui, parce que finalement, sur Internet, on peut y acheter des stupéfiants, des armes, beaucoup de choses. On peut y déverser la haine, on en parlait tout à l'heure. C'est le cas d'ailleurs d'un internaute qui se situe au Japon, on ne citera pas son nom, mais qui déverse souvent sa haine. Il a d'autres qualités, que je mets toujours entre guillemets, c'est celle d'être breton, et je ne désespère pas qu'un jour, il traîne ses fonds de culotte devant un tribunal français pour l'ensemble de son œuvre. Alors comment parce que bon, voilà, je prends le cas de cet internaute qui depuis des années sévit. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas finalement l'empêcher, enfin couper c'est peut-être un peu simpliste, mais couper le fait qu'il puisse avoir accès à un site, à un serveur? Alors, ces sites sont régulièrement bloqués. Ils changent régulièrement toutes les 3 semaines à peu près d'extension de nom de domaine. C'est ce qui lui permet d'échapper au blocage DNS qu'opèrent les opérateurs. Mais il y a bien un fondement juridique qui pose l'obligation aux plateformes de bloquer ce blog, donc je ne donnerai pas le nom, et qui échappe à ces blocages, parce que la technique a ses limites, qui échappe à ces blocages en changeant les extensions de nos domaines, mais qui se fait rattraper. Son audience a dû quand même un peu chuter, au point qu'il a senti la nécessité de recréer un compte Twitter, compte X, donc au mois d'octobre, que nous avons clairement identifié, lui ou un de ses fanboys en définitive. Mais le sujet de sa capacité à pouvoir continuer de déverser sa haine, son antisémitisme et tant d'autres choses réprouvables, tient moins du fait que la technologie a des failles, qu'il n'y a pas de coopération judiciaire avec le pays où il est présumé être, entre guillemets, réfugié.
Donc affaire à suivre, hein, Éric Bothorel. Oui, bon, on ne lâche pas l'affaire. Ouais. Vous avez parlé de X. Alors ça va nous intéresser. On a tous dans notre poche notre petit téléphone avec notre compte. Jadis Twitter, renommé. Blue Sky. Alors il y a Blue Sky aussi maintenant qui arrive. On a vu quand même qu'il y avait des résistances. Elon Musk est un peu fantasque, propriétaire donc de. C'est la moindre des choses, ouais, c'est sûr. Et pas toujours coopératif. Il faut bien le reconnaître aussi. Comment alors la France, peut-être pas toute seule, mais en tout cas l'Union européenne peut faire pression sur ces grands milliardaires qui finalement tirent un peu les ficelles. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux textes fondamentaux qui sont aujourd'hui en cours d'adoption ou d'adaptation de droit français. Pour autant, ils sont déjà, entre guillemets, en vigueur et s'agissant de X, ils sont soumis à ces obligations depuis fin août. C'est d'ailleurs pour cela que Thierry Breton a écrit à Twitter, à la lumière de ce qui s'est produit depuis le 7 octobre, qui est assez singulier sur aussi un autre aspect, indépendamment du drame et du massacre qui a été opéré par les terroristes du Hamas à ce moment-là, c'est le volume de contenus qui étaient des contenus soit haineux, soit d'apologie, soit de prosélytisme des organisations terroristes de manière assez large, pas uniquement le Hamas. Ayant fait le constat qu'il y avait des dysfonctionnements en matière de modération, je rappelle simplement une chose, c'est que, encore une fois, le Digital Services Act oblige les acteurs, une fois qu'un contenu a été signalé comme étant illicite, à opérer son retrait ou à prendre toute mesure qui soit des mesures adaptées au fait que ces contenus soient moins visibles. On a fait le constat qu'il y avait une carence, des défauts, des manquements à ces obligations. Elles sont aujourd'hui en cours de documentation par un certain nombre d'acteurs. J'étais moi-même avec Jean-Noël Barrot, avec la LICRA, le CRIF, et d'autres acteurs des signalements sur les réseaux sociaux. Je pense à la Katiba Denarvalo, je pense à certains membres de gens qui gravitent autour des Sleeping Giants, par exemple. Eh bien, nous y étions présents ensemble vendredi à cette réunion de travail, qui est une réunion qui va permettre de mettre en place des process de documentation et d'éléments de preuve pour alimenter le dossier européen. Je rappelle qu'il y a un régime de sanctions dans le droit qui fait que c'est pas juste des intentions que l'Europe porte vis-à-vis des plateformes en leur disant vous devez faire ça. Si elles ne le font pas, c'est X% du chiffre d'affaires, je crois que c'est 4 ou 6% du chiffre d'affaires mondial qui peut être la sanction définitive pour celles et ceux qui auraient des manquements par trop répétés. Donc taper au portefeuille finalement. Oui, taper au portefeuille, et ce sera le rôle de l'ARCOM, autorité de régulation à qui on confie, mais évidemment, ce rôle de suivi et, j'allais dire, comme elle le fait sur l'audiovisuel. On a déjà eu quelques affaires qui faisaient la chronique, je pense à TPMP en particulier, ou des choses chez CNews. L'ARCOM s'est déjà exprimé, a pris des mesures par rapport à ces chaînes. Eh bien, elle sera à même de prendre, et elle aura la légitimité de le faire, parce que le droit lui permet d'agir contre Twitter. Enfin, pas uniquement Twitter. Il se trouve que Thierry Breton a fait un courrier à Twitter, il a fait à YouTube, il a fait à TikTok, parce qu'il n'y a pas que X, anciennement Twitter, qui a le privilège exclusif d'avoir des défauts dans sa capacité à modérer. Voilà, donc la modération et les outils juridiques, évidemment, pour amener ces plateformes à respecter le droit. On parle du contexte, on va faire une petite incursion politique, si vous me le permettez. Le contexte aujourd'hui est très compliqué. On a, je le disais en commençant, cette guerre au Proche-Orient, guerre d'Israël contre l'organisation terroriste du Hamas et plus largement le Hezbollah. Aujourd'hui, on voit ce déferlement de haine sur les réseaux sociaux, on l'évoquait, mais il y a aussi dans nos rues ces étoiles de David qui sont inscrites sur des bâtiments juifs ou même des résidences de personnes de confession juive. Il y a un climat politique aussi très délétère. Est-ce que le député que vous êtes, Éric Bothorel, je anticipe déjà la réponse, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous vous dites on est passé à autre chose? Voilà, on est dans un autre temps politique, un autre temps aussi par rapport à la haine qui se déchaîne. Incontestablement, oui. Enfin, il suffit d'observer avec sidération ce qui se produit depuis le 7 et des conséquences en France ou de certaines actions, certaines expressions.
l'envahissement il y a peu d'un aéroport pour être à la chasse aux Juifs, hein, elle dit beaucoup de ce monde. Et vous avez raison de dire que ici aussi, il y a des actions qui sont des actions qui rappellent tellement une histoire sombre à beaucoup, dont on pensait qu'elle était si lointaine. Enfin, moi, je fais partie d'une génération d'après-guerre, bien après la guerre, d'une Europe pacifiée, d'une construction européenne. Est-ce que justement, en vivant dans la paix, Éric Bothorel, on a oublié finalement que la bête n'était pas morte, si vous me permettez cette expression un peu triviale? Moi, j'ai jamais pensé que la bête était totalement morte, parce que je pense que j'ai longtemps combattu les idées nauséabondes qui ont été incarnées par l'extrême droite et ses différentes franchises ou partis politiques plus ou moins en tentative de normalisation. Moi, j'oublie pas, vous savez, il y a quelques mois à peine, la dégradation de la stèle de Simone Veil à Perros-Guirec. Je n'oublie pas la dégradation d'un monument aux morts, pas très loin d'ici. Un bloc L'Ermitage, hein, tout près. Exactement. Et donc c'est, même si c'était plus silencieux, plus à bas bruit, j'ai jamais ignoré que la menace existe toujours. Le loup est aux portes de nos villes. Et aujourd'hui, on entend le bruit du loup. Et c'est effectivement inquiétant. Inquiétant, pas neutralisant au point de se dire qu'il n'y a rien à faire. Nous allons redoubler d'efforts pour lutter contre les colporteurs d'antisémitisme. Il n'y a pas de place pour l'antisémitisme, c'est pas une opinion, l'antisémitisme, c'est un délit, c'est un crime. Et je peux vous dire qu'il y a une totale mobilisation dans un hémicycle assez large à l'Assemblée nationale. Enfin, il n'y a pas que le groupe Renaissance. Il n'y a pas tout l'hémicycle qui s'accorde là-dessus. Enfin, c'est malheureux de le dire, mais il y a des expressions qui ont aussi concouru au fait qu'on mette une cible sur le dos des Juifs ou des simples habitants d'État d'Israël. Et en cela, on va continuer de les combattre, oui, bien sûr. On a beaucoup reproché à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir qualifié le Hamas de groupe terroriste. Alors, pas seulement lui, d'autres personnalités de la France Insoumise. Il ne s'agit pas de faire le procès de la France Insoumise ce matin au micro, mais est-ce que ce sont des propos, selon vous, Éric Bothorel, qui sont de nature à, allez, on pourrait dire, mettre de l'huile sur le feu? Le 7, il y a une temporalité. Dès le matin, on apprend ce qui est en train de se dérouler, et sous nos yeux, on assiste à un massacre. Les quelques dizaines de morts au début, les premières heures, 200, 300. On attendra le lundi pour avoir une idée un peu plus précise de l'étendue du nombre de victimes qui aura été faite, et je mets de côté le nombre des otages. J'ai une pensée pour les ressortissants français qui sont à la fois des victimes et aujourd'hui encore des otages entre les mains du Hamas. Ce qu'on peut reprocher à la France Insoumise, c'est que le samedi, l'expression, elle ne peut pas être autre chose que la dénonciation de ce crime. Et on ne peut pas évoquer d'autres sujets que cela. Il ne peut pas y avoir de oui mais, il ne peut pas y avoir de c'est une attaque, mais en même temps faut la paix, il faut deux États. Enfin, la politique, c'est aussi une histoire de respect de temporalité. Et la temporalité du samedi ne laissait pas la place à un tweet qui pouvait être interprété comme étant finalement un peu mièvre, un peu compassionnel. Tiède finalement. Ce tweet était tiède. Il était tiède, il n'était pas approprié. Il n'était pas approprié. On qualifie parfois dans la politique de gestes pas appropriés d'autre chose, mais là en l'espèce, ça n'était pas approprié du tout. Et le reproche, c'est celui-là. Sur le fait de résister à l'idée de qualifier cette organisation comme étant une organisation terroriste, alors que tant de pays le font, j'ai aucune réserve là-dessus. Bien évidemment que le fait de cibler des civils, ce n'est pas un acte de guerre. De cibler délibérément des civils, de cibler un festival de musique. Enfin, ça rappelle d'autres choses que nous avons connues ici un certain mois de novembre. Et en l'espèce, ça n'est pas la guerre. La guerre, ça n'est pas quelque chose de propre. Ça n'est pas aujourd'hui quelque chose qui épargne les civils. On en est tous certains, on est tous convaincus. On a les images très fraîches de ce qui se passe en Ukraine, toujours en mémoire. Mais l'action terroriste,
elle a la volonté de terroriser, elle a la volonté de mettre en scène, elle a la volonté de faire savoir les pires crimes et les pires éléments odieux qu'elle peut transporter pour terroriser la population. C'est en l'espèce ce qu'a fait le Hamas. Moi, je ne vois pas quelle pudeur de gazelle on pourrait se réfréner à l'idée de qualifier ce Hamas comme étant une organisation terroriste. Et ça ne veut dire ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est pas insensible au sort des Palestiniens qui, par ailleurs, méritent effectivement, c'est un autre sujet, que la riposte israélienne ne se transforme pas en vengeance. Ce sont les mots du président de la République. Et c'était aussi les mots du communiqué de presse que j'ai fait en réponse à l'interpellation que m'avait faite l'association France-Palestine. Je pense que cette ligne-là, elle est juste. La France insoumise, elle a commis une faute lorsque, aux premières heures et aux premiers jours des faits du 7 octobre, il n'y avait pas suffisamment de place pour eux à une expression claire, condamnant ce qui était en train de se produire, mais commençant à digresser sur d'autres sujets. Alors ça nous ramène aux réseaux sociaux encore et à ces images terribles qui nous sont arrivées. Alors images transmises par l'armée israélienne, Tsahal, pour montrer la nature de l'horreur. Et puis les autres images, celles sans floutage, qui sont arrivées depuis des organisations terroristes qui maîtrisent très bien les réseaux. Est-ce qu'il y a moyen de fermer le robinet, là encore ? Vous posez une bonne question. Je parle pour les organisations terroristes, bien sûr. Alors, vous posez une bonne question parce qu'en fait, il y a une singularité dans ce qui s'est passé depuis le 7. Je crois que c'était peut-être la première fois dans l'histoire que l'on voit... moi, je vais distinguer deux choses. Il y a les contenus qui sont les contenus de témoignages directs ou indirects des scènes de violence qui ont pu avoir lieu. C'est celles utilisées à partir des caméras des véhicules, des caméras de vidéosurveillance. Et puis ensuite, vous avez... les vidéos qui sont produites elles-mêmes par le Hamas ou collectées elles-mêmes par le Hamas, je pense aux GoPro que portaient un certain nombre de combattants. Dans l'histoire, en général, le camp des victimes ne s'approprie pas le matériel des attaquants. Vous avez peu de Néo-Zélandais qui ont voulu à tout prix que l'attentat de Christchurch soit quelque chose qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux. Là, il faut reconsidérer les choses dans la mesure où l'État d'Israël et un certain nombre de ses représentants ont jugé utile, nécessaire, de faire connaître à la communauté internationale, et pas toujours en les floutant, des images qui étaient des images, des séquences vidéo, des photos, qui étaient le témoignage de ce qui s'était déroulé. Peut-être lié à un trauma qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui fait que certains rentrants de l'horreur n'avaient pas été crus des horreurs qu'ils avaient vécues, et je peux comprendre qu'une partie de la population ou du peuple juif ait ressenti l'impérieuse nécessité de faire savoir. Mais c'est un élément nouveau dans le paysage. Il faut l'avoir en tête. Parce qu'il est difficile de se tourner vers les plateformes pour leur demander de retirer des contenus quand ce sont les mêmes. Alors, pas forcément avec les mêmes mots, on est bien d'accord. Mais parfois, vous savez... le sujet de la protection des plus jeunes à ces contenus violents, il est le même que ce soit un compte qui le publie pour s'en réjouir, mais sans le dire, ou pour le dénoncer, et sans le dire non plus. Donc on est devant un cas de figure qui est aujourd'hui pas simple et qui fait l'objet de quelques débats, mais sinon, de manière beaucoup plus simple et claire et transparente, tout message à caractère apologique ou faisant le prosélytisme des organisations terroristes, aujourd'hui, bien évidemment, ils font partie des cibles. Alors, donc, je m'adresse à vos auditeurs. Il faut les signaler à la plateforme, il faut les signaler chez Pharos. Le nombre de retraits de contenus terroristes en 2022, c'était 20 000 pour Pharos. Et juste pour vous donner un chiffre, c'est un peu plus de 35 000 sur le premier semestre de cette année. Donc c'est vous dire, c'est effectivement, il y a de l'activité. Mais c'est le bon réflexe, c'est de signaler à la plateforme ces contenus, et c'est ensuite aussi de signaler à Pharos. Alors, il nous reste 2 petites minutes, Éric Bothorel. Même les jours fériés, le temps passe et passe très vite. J'aurais voulu vous entendre sur 2 choses. On a eu cette cyberattaque juste quelques heures avant le déclenchement de cette horreur, ce 7 octobre en Israël. Est-ce à dire que là aussi, même les nations, les pays les plus équipés, les plus aguerris, peuvent avoir des failles et se retrouver neutralisés par une bande terroriste ? Alors, je connais bien Israël, j'avais été à Tel Aviv il y a 3 ans dans le cadre d'un salon qui était lié à la cybersécurité. Je laisserai les autorités israéliennes commenter quelles ont été les failles potentielles de leur dispositif, que ce soit sur un mode offensif ou sur un mode défensif.
Il ne m'appartient pas à moi de juger, mais comme vous, je suis frappé de retenir que dans l'histoire récente des conflits, l'Ukraine, c'était aussi, avant même l'invasion terrestre et des moyens mécaniques de la Russie de l'Ukraine, ça avait commencé par des cyberattaques ou des tentatives de neutralisation d'un certain nombre d'outils ou d'infrastructures de télécommunications ou de data centers. Donc le conflit de demain, de toute façon, emportera toujours une dimension cyber, de quelque nature que ce soit, il faut la prendre en compte et je pense que c'est pour ça qu'on a des raisons particulières d'investir de manière très forte dans nos cadres de loi de programmation militaire à renforcer nos moyens à la fois pour nous défendre et à la fois pour riposter sur ce champ-là de bataille. Éric Bothorel était avec nous ce matin. Éric Bothorel qui est député Renaissance, je le précise, de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor. Et on prolongera évidemment cette conversation parce qu'il y a tant à dire. Je voulais vous poser quelques questions sur l'IA, mais on n'a plus le temps. Et puis, comme on est le 1er novembre, vous m'auriez pu interroger aussi sur la tempête qui va arriver. Moi, je vais avoir une pensée pour tous les acteurs de la sécurité civile ou de la protection qui vont se mobiliser ce soir en espérant que la Bretagne saura résister à ces vents annoncés comme étant de 140-150 km/h. Voilà, eh bien on va donner des informations ici sur Bretagne 5 de cette terrible tempête qui nous menace. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, vous aussi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.